On a la chance d'avoir deux invités, alors singuliers pour l'Aveyron, mais dont les profils nous intéressent beaucoup, ils vont se présenter, mais qui sont des youtubeurs agriculteurs ou des agriculteurs youtubeurs. Je sais pas si vous le dites, vous allez me corriger. Donc, je les accueille avec plaisir ici sur le stand de l'Aveyron. Olivier Ruchot et Thierry Baillet. Vous allez nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Moi, juste pour planter le décor, avec Anthony, on va essayer de vous faire rebondir sur des sujets qui nous intéressent. On a toujours dit qu'on voulait que l'Aveyron soit présent au salon, avec un sens à cette présence. Et cette année, on a envie de s'interroger avec vous sur l'image de l'agriculteur dans la société, sa place, la façon dont vous contribuez à véhiculer des messages sur son rôle et ce qu'il apporte au collectif. Donc, je vous laisse commencer par une présentation et puis on essaie de tirer la pelote autour de ces questions. Merci. Merci, président. Donc, Thierry Baillet, agriculteur. Alors, je suis au sud de quelque chose aussi, mais pas de la France, mais de la Belgique. Au nord de la France, à côté de Lens, pour ceux qui connaissent, c'est magnifique et route. Voilà, et donc agriculteur installé depuis 30 ans maintenant sur une ferme familiale. On a 13 générations d'agriculteurs en arrière, et j'ai mon fils qui est aussi installé avec moi, mon épouse. On a une activité sur 150 hectares, avec une partie en conventionnel, une partie en bio. Les productions de notre région, des pommes de terre, des betteraves, du blé, céréales, et puis de l'autre côté, légumes de plein champ, poireaux, oignons, faucillants, voilà. Les pensions de chevaux sont très claires, donc assez diversifiées. Et j'ai la particularité d'avoir démarré il y a 12 ans maintenant, parce que mon fils avait été harcelé parce qu'il était fils d'agriculteur, sur les réseaux pour expliquer mon métier. Je me suis dit, tiens, j'ai vu que YouTube permettait d'avoir une audience qui s'élargissait. Et donc j'ai pris une caméra, je me suis filmé en expliquant ce que je fais au quotidien, pourquoi je mets des engrais, pourquoi je le traite, mais aussi comment se passe la journée d'un agriculteur, les semis, la diversification qu'on peut avoir et toutes les thématiques qui vont avec. Et puis il y a 5 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent. C'est pour sa promotion. J'ai commencé à faire un tour de France en tracteur, parce qu'on était en période de Covid. Et donc j'ai parcouru la France donc avec l'association du co-farming. On s'est d'ailleurs arrêté en Aveyron à une soirée où j'ai découvert les tripous le matin après une bonne soirée bien arrosée. Ça me laisse des très bons souvenirs. On a fait du vélo, non pas du vélo, mais du tracteur à pédale dans la salle. Je me rappelle encore très bien, il est léger un petit peu à ce moment-là. Et donc on a toujours été bien accueillis dans les lieux où on était. Et on a créé aussi un concours qui s'appelle la plus belle ferme de France pour mettre en avant les fermes, j'allais dire la diversité des fermes dans toutes les régions. On a la chance d'avoir des très beaux terroirs, de très belles régions, des productions très différentes aussi, et de montrer que l'agriculture a toute cette diversité et a tout lieu d'exister dans les territoires en fonction de leur histoire et puis du contexte, j'allais dire, qui les entoure. Voilà un petit peu pour la présentation. Merci. Alors, moi, c'est Olivier Ruchot, je suis le fondateur de Nortix. Alors, pas du tout dans la communication directe sur les réseaux sociaux, même si on communique aussi sur les réseaux sociaux, mais par contre, sur le volet agriculture 2.0, c'était vraiment la vocation de l'entreprise que j'ai créée, c'est d'amener le numérique vraiment entre les mains de tous les agriculteurs. Je suis fils d'agriculteur, mon frère est agriculteur, et le constat que j'ai fait était un niveau d'adoption d'outils informatiques comme on s'est limité. On l'utilise en agriculture beaucoup pour les mails, pour aller sur Internet, pour s'informer, pas beaucoup comme outil de travail. Et j'ai vraiment voulu amener un service numérique qui soit accessible à tous les agriculteurs et pas simplement une population de technophiles, de geeks, de jeunes, mais bien n'importe quelle strate de la population agricole, et avec une obligation de rendre l'outil utilisable, c'est-à-dire pas besoin de formation. Une des problématiques que je vois dans tous les métiers, former les gens, c'est toujours un effort. En agriculture, c'est encore particulier parce que au moment où un agriculteur a le temps de se former, il n'est pas en activité. Mais au moment où il va utiliser l'outil, la formation elle est un peu passée. Et si l'outil nécessite vraiment une formation approfondie, il va falloir avoir dit comment ça s'utilise.
Donc le meilleur moyen pour qu'un outil numérique soit utilisé, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de formation. C'est vraiment le fondement de Scopix, c'est la solution qu'on a créée et qui rentre dans un objectif un peu général, celui qu'on parle de traçabilité. Au départ, la traçabilité, c'est une obligation réglementaire que tous les agriculteurs ont, le milieu viticole aussi de plus en plus, réglementaire, contractuel, mais pour beaucoup d'agriculteurs, c'est en effet corvée et en fait une action à zéro valeur ajoutée. Et l'idée avec Scopix, c'est d'avoir un outil qui décharge complètement de cette préoccupation, mais en plus, qui récolte de l'information qui va servir dans les filières culturelles de l'agriculteur. Et ça s'inscrit pour moi vraiment dans une volonté aussi qu'on ne soit pas que sur un plan réglementaire, il faut que j'enregistre et puis je respecte toutes les règles d'utilisation, mais en gros, que je présente un dossier clean, mais aussi on contribue à une forme de sensibilisation des agriculteurs parce que notre système va les informer à chaque fois qu'il y a une anomalie d'utilisation, notamment les produits phytosanitaires, des intrants au sens large, mais au moment de l'utilisation et pas au moment de la saisie comme on le fait dans les logiciels traditionnels où c'est quand on saisit qu'on voit qu'on a fait une erreur, bon, on corrige pour qu'il n'y ait plus d'erreur apparente, mais en aucun cas on a évité l'erreur sur le terrain. L'idée est vraiment aussi d'amener une forme d'aide à l'utilisation de ces produits où la législation change, les produits n'arrêtent pas de changer, les marques, le repackaging, etc. Et c'est vraiment un peu la vocation pour celle-là. Pouvez nous dire un peu plus concrètement comment il se présente, l'outil que vous déployez? Alors, Scopix, c'est un petit équipement qui accompagne l'agriculteur, le chauffeur, quand il va mouiller, dans la cabine, et qui joue le rôle d'un assistant. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelqu'un, comme si c'était quelqu'un assis sur le siège à côté de l'agriculteur, qui voit ce qu'il est en train de faire. Tiens, t'es en train de semer, tiens, dis-moi, c'est quoi la variété que tu sèmes? Et d'amener vraiment un questionnement spontané du chauffeur, de l'agriculteur, où le système l'interroge. Donc, je prends pas l'initiative, j'ai pas besoin de penser à le faire, parce que il est là pour me le rappeler. Tiens, t'es en train de semer, il va me poser la question. Et plutôt que de commencer à saisir, on va faire des propositions qui sont basées sur la culture sur laquelle il intervient, sur ce qu'il a en stock, etc. Et de l'amener souvent un peu d'un QCM. Donc, c'est un écran interactif qui va se réveiller, qui va sonner, qui va poser des questions. Les questions font en sorte qu'elles soient plus claires, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, de problème d'interprétation. Et derrière, il répond aux questions en choisissant, en sélectionnant dans des propositions. C'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour le faire de manière simple, efficace, parce qu'une bonne partie de l'information, dans quelle parcelle ça se passe, à quel moment ça se passe, qu'est-ce que je suis en train de faire, quel outil j'engage, combien de temps j'y passe. Tout ça, le système le consigne tout seul. Et donc, ce n'est que parce que j'ai une activité avec intrants, donc une pulvérisation va amener à renseigner un stade de croissance des produits de dose. Et puis, on va faire en sorte que ce soit rapide. En gros, vous savez tous comment ça fonctionne. J'enchaîne des parcelles. À partir du moment où j'enchaîne des parcelles avec mon pulvérisateur, je vais probablement lui mettre la même chose si c'est la même culture. Donc, on va pas demander à chaque fois la même chose. On va simplement lui proposer de confirmer qu'il remet la même chose, de changer parce que il peut rentrer dans une parcelle en modulant, en modifiant tout ce qu'il va appliquer. Donc, on va jamais être bloquant. Mais l'objectif, c'est que le petit effort qu'il va faire à l'entrée d'une parcelle, déjà, on le positionne au bon moment. Quand je suis avec un pulvé, je déplie les rampes, le tracker m'interroge au moment où je suis en train de déplier les rampes, histoire que je le fasse avant d'engager. Et puis, les parcelles suivantes, je vais juste confirmer, ça va prendre 10 secondes au maximum, donc je vais le faire naturellement. Donc, je me contrôle, j'enregistre, je sors du tracker, tout est enregistré, et puis, puisque j'ai un enregistrement qui est complet, ça devient vraiment mon carnet plein, mais opérationnel, pas réglementaire. Je retrouve mon historique culturel. Comment vous l'adaptez aux différentes catégories d'agriculteurs et d'agriculture qui existent dans le pays? Alors, ça demande un effort de compréhension des spécificités des métiers. Alors, on est quand même sur la culture. Donc, on est dans les champs, mais on a adapté la grande culture au départ. Dans la grande culture, on trouve de plus en plus de cultures. Alors, maraîchère, on n'est pas en format maraîcher, mais culture légumière. Donc, des problématiques un peu spécifiques aux cultures légumières. Et puis, on a été attaqué l'arboriculture. On est sur des cultures pérennes, sur des rangs. Donc, on a dû aussi prendre en compte ces spécificités. Puis, ça nous a permis de basculer sur le milieu viticole, où aujourd'hui aussi, on a un outil qui est adapté au milieu viticole en prenant en compte
des largeurs de rang qui varient en fonction des parcelles, les pratiques de traitement sous le rang, d'inter-rang. Donc à chaque fois, on s'intéresse au métier, on discute avec les praticiens, les agriculteurs qui utilisent les vignerons pour comprendre leurs pratiques et adapter l'outil, mais faire en sorte aussi qu'on élimine des choses qui ne les concernent pas. Parce que l'objectif, c'est d'essayer de garder l'outil simple d'utilisation. Donc, c'est facile de faire un outil riche avec plein de fonctionnalités. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus compliqué de sélectionner ce qu'on leur met pour qu'ils s'y retrouvent. Donc, c'est vraiment l'effort qu'on fait au quotidien. Il y a de l'IA derrière? Alors, il y a une forme d'IA qui est dans toute l'algorithmique qu'on a développé pour reconnaître les activités, pour identifier les questions qui sont pertinentes d'être posées, mais également pour répondre à des problématiques qui sont plus celles d'entreprises de travaux agricoles. On est même capable de détecter des parcelles sans connaître le parcellaire à l'avance. Donc là, on a vraiment des algorithmes d'intelligence artificielle qui analysent les vibrations, qui analysent les déplacements, les vitesses de déplacement, pour identifier des activités probables automatiquement. Alors, derrière ça, il y a l'image du métier d'agriculteur. Donc là, vous décrivez des choses qui sont peut-être un peu éloignées de l'agriculture avéronaise parce qu'on n'est pas dans les grandes cultures. Mais par contre, ça nous renvoie à des questionnements sur l'attractivité des métiers. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque. Comment on fait pour que demain, des jeunes aient envie de s'engager dans cette profession. L'un et l'autre, hein, dites-nous ce que vous pensez du devenir du métier, du devenir de l'image qu'il a dans la société. Très souvent, en tout cas, c'est l'idée que moi je m'en fais. On l'a abîmé en donnant à penser que c'est un métier contraignant, laid, sale, parfois dévalorisé, souvent incompris. Comment avec ces technologies, avec le travail que vous faites vous aussi, on défait ces préjugés. Alors c'est vrai que les préjugés sont nombreux en agriculture. On a cette problématique malheureusement d'avoir, comme pour toute activité, hein, les médias préfèrent parler des trucs qui sont en retard que de ceux qui sont à l'heure. Donc c'est souvent quand on parle nous d'agriculteurs, c'est sur le mauvais temps, les conditions climatiques, les difficultés, les manifestations, voire on va jusque au suicide, hein, qui peut être un élément qu'on met en avant chez les agriculteurs. Et c'est vrai que ça existe et il faut pas le négliger. Mais on a aussi un métier qui correspond beaucoup aux valeurs de sens de ce que recherche la jeunesse maintenant. Moi, j'ai eu l'occasion, en étant responsable de fédération de CUMA, de rencontrer des gens qui m'ont dit, moi, je travaillais pour des établissements économiques, mais j'ai envie de travailler pour de l'humain et à travers de l'agricole. Et donc, ils disaient, je préfère être payé un petit peu moins cher, mais avoir un sens à mon métier. Et ça, c'est ce qu'on voit. On voit beaucoup d'enfants d'agriculteurs qui ont été bossés ailleurs, qui ont découvert ce qu'était la réalité aussi du marché du travail, qui reviennent au bout de 5, 10, 15 ans dans les fermes parce que justement ils ont retrouvé un sens. Et certes, le métier est parfois pénible, il est parfois compliqué, mais qui est-ce qui a la chance de démarrer le matin avec un lever de soleil et d'avoir un bureau à travers les vitres de son tracteur ou dans les champs dans lesquels on va, qui est extraordinaire, quoi. Ça, on a cette chance-là de travailler avec les animaux, de vivre avec du vivant, la terre aussi, les plantes, d'avoir un métier beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Et ça, pour moi, c'est une forte richesse. Et d'arriver à le mettre en avant. Alors, moi, c'est ce que je fais à travers les vidéos, c'est ce que j'ai voulu faire à travers aussi, donc tout simplement les visites de mon livre. Et là, j'ai développé aussi dans le 2.0, donc dans lesbottes.fr, qui est une application qui se veut demain être le Airbnb des services qu'offrent les agriculteurs au grand public. Donc ça, voilà, le Airbnb, on va sur l'application, on va cliquer sur un lieu, et tout autour, on voit qu'on va pouvoir acheter fermier, qu'on va pouvoir aller visiter une ferme aussi. C'est un des enjeux de l'application, c'est d'aider les agriculteurs à ouvrir leur ferme au reste du monde. Et quand un jeune, plus ou moins jeune, hein, même, arrive dans une ferme, découvre ce que c'est en réalité, et se dit, ah mais c'est pas tout à fait ce que j'ai vu dans le dernier reportage de je sais pas qui, ou dans le journal télévisé de je sais pas quoi, et de dire, ah ben oui, mais les gens, ils ont l'air heureux. Moi, je connais beaucoup d'agriculteurs qui sont très heureux. Certes, on a, j'allais dire, des grandes journées, mais celui qui bosse à Paris, qui se tape 1h30 le matin, 1h30 le soir pour aller à son boulot, il a une amplitude horaire aussi grosse que la mienne, hein, c'est pas, voilà. Et nous,
dans les jeunes générations, on le voit chez le président des GIA qui communique maintenant sur, il veut avoir des week-ends, il veut avoir sa famille, il veut aller en vacances. Et c'est tout à fait logique. On garde une activité et on développe ça de plus en plus en s'associant à plusieurs quand on a de l'élevage, parce que c'est des métiers qui sont lourds. Et donc d'arriver à montrer cette réalité de maintenant au maximum de monde en disant tiens, j'accueille du monde, je l'explique. Pour moi c'est une richesse. La réalité est beaucoup plus, je pense, belle que ce que on veut bien le croire. Certes, il y a des difficultés, il y a des moments durs et pour être grossier, on en chie parfois de temps en temps, mais en même temps, il y a des côtés magnifiques. On a la chance de choisir nos horaires de travail. Si j'ai pas envie de bosser une journée, je bosse pas. S'il pleut et puis que voilà, j'ai du temps à passer avec mes enfants, je vais pouvoir le faire. C'est sûr que par moment, faut donner des coups de bourre et puis avancer. Mais on a aussi cette amplitude-là, cette chance-là, d'avoir un métier où on est son patron, on choisit, de pas parfois avoir une hiérarchie au-dessus de toi. Ça peut être bien agréable aussi parce que ça peut être pesant dans certains cas. Et donc tous ces côtés-là sont quand même des côtés très positifs qu'il faut mettre en avant. Alors, parliez du sens que les jeunes peuvent chercher pour revenir au métier d'agriculteur. Est-ce que au travers de votre activité sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, est-ce que vous avez finalement un retour des jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs par rapport à ce que vous mettez en avant sur les réseaux? Est-ce que quel est le retour que vous avez par rapport à ça? Alors le retour, il est à 98% positif. On va écarter le côté négatif qui existe partout. Voilà, il y a des rageux malheureusement partout. Et voilà. Moi, ce retour que j'ai, je me rappelle d'un des salons où il y a 4 ou 5 ans, j'ai rencontré un jeune qui m'a dit Thierry, depuis que je te suis dans les vidéos, je me suis dit que je pourrais venir dans le métier agricole. Je ne suis pas fils d'agriculteur. Mes parents, je sais pas, étaient peut-être instits et avec des travaux, enfin des métiers complètement en dehors de l'agricole. Il n'avait pas de grands-parents agriculteurs, mais il a dit moi, ce métier-là, avec la nature, j'ai envie d'y venir. Et il avait démarré des études agricoles. J'ai arrivé à montrer ça à un jeune et donner envie. On va tout gagner, quoi. Et c'est souvent ce côté-là positif, de redonner envie à quelqu'un qui a la ferme de ses parents et puis s'était engueulé avec son père parce que faut avouer que les relations parfois parents-enfants dans le monde agricole est pas toujours évident non plus. Mais il s'est dit mais oui mais bon il y a peut-être pas de raison et peut-être qu'une fois que la place sera disponible je vais pouvoir y revenir. Donc de redonner goût. Il y a beaucoup de gens comme ça qui nous suivent sur les réseaux en tant qu'influenceurs, agriculteurs, communicants. Voilà pour ce côté où on redonne envie parce qu'on montre la réalité. Alors oui, de temps en temps des moments plus difficiles, mais aussi souvent des très bons moments et des moments très agréables. Donc ce retour-là, en tout cas pour moi, il est très enrichissant. Alors, peut-être que l'appli dans les bots que vous avez lancé, c'est aussi un peu la continuité finalement de cette communication que vous mettez sur YouTube et sur les réseaux. Et moi, je l'analyse comme ça en tout cas. C'est quoi la différence avec, par exemple, nous on connaît bien, on adore le réseau Bienvenue à la ferme, qui est un réseau déjà très bien en place, avec beaucoup de fermes adhérentes, qui propose finalement un peu aussi cette capacité aux touristes de venir visiter les fermes, de venir de voir des fermes qui font de la vente directe ou qui font de l'accueil du gîte ou du camping à la ferme. C'est quoi la différence finalement avec Bienvenue à la ferme? Alors la différence pour moi c'est la complémentarité. Bienvenue à la ferme, c'est un label. Il y a une démarche, il y a des formations pour tout ce qui est, on en discutait tout à l'heure justement avec les responsables. Et cette mise en avant, j'allais dire cette valorisation, elle n'est pas accessible forcément pour tout le monde à tout moment. Il y a des gens qui ont simplement une petite vente à la ferme, qui font de 17h à 20h le vendredi, et ils vont pas aller forcément sur le label tout de suite au premier abord. Pour moi, c'est une porte d'accès et c'est aussi quelque part par rapport à l'usage de nouveaux médias de dire tiens, en quelques clics, je vais trouver autour de moi toutes les offres. Alors ça peut être un peu plus large que l'agricole, ça peut être aussi des offres d'hébergement rural, des choses comme ça, et de dire ce moyen-là, il va compléter Bienvenue à la ferme, il va compléter le savoir-faire qui existe dans d'autres régions, et de se dire c'est pareil, si on multiplie les canaux pour savoir ce qui se passe. On a l'Office du tourisme qui va proposer un petit peu ses activités. On a Bienvenue à la ferme. On a notre site, notre application web app, comme on dit sur dans les bots. Et on va pouvoir trouver, nous l'idée par exemple, c'est aussi pour les gens de Bienvenue à la ferme d'avoir le logo pour montrer qu'ils ont
un label et un accompagnement. La Chambre d'agriculture, de par Bienvenue à la ferme, accompagne aussi dans les formations, ce que nous, on n'a pas forcément vocation à faire. Par contre, on va peut-être pouvoir les aider en mettant justement un peu d'IA et un peu de technologie dedans. Une fois qu'on a enregistré son profil, hop, on reçoit une petite affiche avec un QR code. On va la mettre dans la boulangerie du coin. On va cliquer et le samedi matin, de 10h à midi, on a fait notre première porte ouverte. On a fait découvrir notre transformation de fromage ou même simplement une production qu'on vend pas, mais qu'on a envie de partager parce que justement les agriculteurs ont envie de partager parfois leur métier sans en faire une activité principale, quoi. Ça, c'est ce que vous faites déjà, donc bravo. Et moi, j'ai envie de vous demander à tous les deux, comment vous voyez l'agriculture de demain? Là, il y a eu, on a vécu des mois où les agriculteurs ont exprimé leur mal-être, parfois leur détresse, leur insatisfaction sur les revenus, sur la lourdeur administrative, etc. Donc, il y a besoin de mutation, il y a besoin d'évolution. Les pouvoirs publics sont interpellés pour les rendre possibles, les accompagner, les susciter. Mais ça suffit pas. Il faut aussi qu'on se projette vers un modèle agricole. Peut-être pouvez-vous nous dire comment vous l'imaginez, vous, pour la France, et des agriculteurs, un agriculteur, mais j'aime plutôt de dire des agriculteurs, parce que la France, elle est immense, elle est diverse. Comment vous voyez cet avenir? Alors, à mon sens, il passe forcément par une forme de démarche un peu plus entrepreneuriale qui prend en compte d'autres éléments que simplement la technicité agricole. Donc, si la technicité agricole elle reste quand même indispensable, et c'est une spécificité du métier d'agriculteur. C'est un entrepreneur avec un métier très technique. Et on n'imagine pas, quand on n'est pas dans le milieu, à quel point c'est technique, le nombre de facettes qu'il y a. Sur la problématique à laquelle font face les agriculteurs, je vois, pour en parler pas mal de problématiques, mais l'une des premières problématiques, la charge administrative, c'est souvent vécu comme une contrainte. Ça a quand même amené une évolution dans les pratiques. Si on prend les pratiques d'utilisation, on va dire des pesticides, tel qu'on en parle dans les médias, quand même, on a connu l'agriculture à la fin des années 2010. Ça s'est quand même largement réduit, mais il y a aussi un effort de la profession pour avoir des pratiques un peu plus entre guillemets respectueuses de l'utilisation optimale de ces produits. Et la démarche de traçabilité qui est vue comme une contrainte réglementaire, elle doit être aussi saisie comme une opportunité de transparence et de montrer que on fait bien les choses. C'est-à-dire que casser un peu l'image que les agriculteurs ils font n'importe quoi, ils appliquent des produits tort et travers. On voit encore, même dans des séries, des choses qui sont montrées, on a vraiment montre l'agriculture comme quelque chose de respectueux de l'environnement. Il faut casser cette idée, et ça passe par la transparence, et il ne faut pas avoir peur de cette transparence. Ça, c'est pour moi un aspect important. Et de l'autre côté, la nécessité d'être un peu plus gestionnaire, de maîtriser la façon de produire, de comprendre ses coûts, de comprendre les leviers qu'on a pour améliorer sa marge, qui passe pas forcément par une productivité maximale, mais par une production optimale dans ma pratique, dans les moyens de langage, que ce soit la mécanisation, que ce soit les intrants, l'adaptation à l'environnement, l'adaptation au sol. Tout ça concourt à améliorer le revenu, mais par un meilleur pilotage. Donc les outils numériques y contribuent. Je pense que doit y contribuer aussi la sensibilisation des agriculteurs et des jeunes agriculteurs, que c'est un passage obligé. Après, sur le modèle d'agriculture, on va avoir d'un côté toujours une agriculture paysanne, de l'autre côté une agriculture peut-être un peu plus industrielle. On voit des tendances des agriculteurs qui sont toujours propriétaires de leurs moyens, qui font tout eux-mêmes, et puis à l'autre bout des agriculteurs qui sont plutôt chefs de culture et qui sont pas forcément attachés à avoir le moyen de produire, qui peuvent faire appel à des prestataires pour le faire parce que ça va être optimal, parce que ça va me permettre d'avoir une utilisation à la fois des moyens techniques, mais pourquoi pas aussi du personnel. On sait qu'il y a une difficulté de recrutement dans le milieu agricole, d'ouvriers agricoles dans pas mal de territoires. Le fait de pouvoir faire appel à un prestataire qui va prendre en charge certaines choses pour lesquelles j'ai du mal à trouver du personnel qualifié, c'est
un nouveau modèle. Enfin, ce sont des modèles qui permettent de pérenniser pour moi les exploitations agricoles. Et le dernier point où je vois dans mon parcours un peu une évolution dans ce domaine-là, c'est il y a 20 ans, beaucoup d'agriculteurs disaient à leurs enfants, non mais va faire autre chose. Mon exploitation pas viable, c'est pas un métier pour toi. Je bosse énormément et je dégage un petit revenu. On y revient un peu avec une volonté de garder le patrimoine. On a un héritage, on veut garder le patrimoine, pour autant on ne veut pas s'engager de la même manière. Thierry a évoqué la volonté de pouvoir profiter de ses week-ends, pouvoir partir en vacances. Et aujourd'hui, il y a plein de solutions qui permettent de faire ça, qui sont une alternative à la pratique de nos parents ou grands-parents, qui sont un peu moins engageantes en termes de volume d'heures et un peu plus de valeur ajoutée à apporter au métier. Donc pour moi, c'est ça l'avenir de l'agriculture foncière. Je continue dessus. C'est vrai que la typologie d'agriculture a évolué. Moi, j'ai déjà appris à l'école qu'il n'y a pas de modèle en agriculture, mais c'est de plus en plus vrai. On peut avoir le modèle du double actif. Alors moi, je me considère comme double actif. On démarre agriculteur. Je suis parti sur une autre activité. On peut démarrer en ayant une autre activité en prenant la ferme de ses parents aussi quand on est jeune. Et après, soit en fonction, voilà, je pense que c'est la sensibilité de chacun de dire, moi, je préfère garder un boulot à l'extérieur et puis m'éclater le week-end ou entre deux sur mon exploitation, ou de dire, bah, au fur et à mesure, tiens, moi, je vais arriver dans la ferme et je vais développer une activité. Moi, j'ai vu énormément d'agriculteurs ne pas garder le système qu'ils avaient avant. Ils ont développé les activités de diversification. Alors, parce que c'est aussi une nécessité dans certains cas hein, de s'assurer un revenu autrement. Alors, on parle de photovoltaïque, on parle d'énergie, on parle de diversification dans la transformation, dans les productions, dans la vente de détail. Il y a plein de possibilités dans l'agritourisme qui existent aussi et qui permettent de viabiliser une structure. Le problème, c'est qu'il faut pas arriver à avoir pour avoir plusieurs casquettes, c'est compliqué d'arriver à les gérer et d'arriver à le gérer de façon professionnelle. Donc c'est vrai que cet accompagnement-là sur des niveaux de compétences qui évoluent et des besoins justement de formation, d'accompagnement, j'allais dire régulièrement au quotidien, c'est hyper important. Et quoi qu'il arrive, on aura toujours besoin de manger. Je pense que on a la chance en France d'avoir l'une des agricultures les plus respectueuses au monde. On a des contraintes qui sont compliquées. Il faut arriver à les valoriser, les faire valoriser. Alors, c'est aussi le rôle de toutes les institutions qui nous entourent, hein, de toutes les structures agricoles, mais aussi de toutes les structures, j'allais dire d'État, de régions, de départements, de communes, de prendre en charge, de prendre aussi un peu sa part de cette, j'allais dire, cette accomplissement, je vais pas y arriver, bref, de nous accompagner. Et en tout cas, ce que vous faites déjà là en disant, tiens, on s'intéresse à l'agriculture avant et on l'écoute, c'est un très bon point pour pouvoir avancer et s'écouter, ça nous fait plaisir. Alors, on n'a pas parlé de la formation initiale, qui est aussi fondamentale dans la prise de recul par rapport au métier d'agriculteur. Est-ce que par rapport à ça, vous voyez aussi des évolutions nécessaires à amener? Bon, il y a toujours des évolutions nécessaires, je pense, à donner. C'est vrai que moi, dans ce que j'ai appris à l'époque, je suis pas allé au niveau ingénieur, je suis resté en BTS, mais toute la partie économique était un volet très important et je pense que il faut insister là-dessus parce que l'économie, savoir calculer et compter et savoir ce que c'est qu'un bilan et pas attendre uniquement que son comptable vienne une fois par an pour vous dire il est trop tard, vous êtes au bout d'arriver à faire des gestions, d'accompagner par des outils comme Stopix qui peuvent permettre de suivre au fur et à mesure. Voilà, tout ça c'est important. Je pense aussi, moi je vois chez les jeunes un besoin d'ouverture. Alors, j'estime que la communication devrait être apprise, alors pas seulement dans les écoles agricoles, dans toutes les écoles du monde, pour toutes les activités, parce que apprendre à parler, apprendre à s'exprimer, c'est important. Ça aide aussi l'être humain à évoluer et puis à grandir de lui-même. Donc, je pense que ça devrait être aussi parmi les actions, mais on voit aussi dans les programmes des évolutions certaines qui existent. Alors bon, je suis pas à l'enseignement agricole, mais je vois que chez les jeunes, voilà, il y a des modules qui sont différents et qui sont adaptés aussi aux évolutions
de production, hein, des modules sur la transformation, des spécialisations sur des métiers qui n'existaient pas tellement en agriculture auparavant. Alors, la communication, vous la faites très bien pour dire ce que fait l'agriculteur, c'est ce qu'il est, son métier, etc. Moi, j'ai envie de vous entendre sur qu'est-ce qu'on dit aux citoyens consommateurs. C'est-à-dire que chacun de là où il se trouve, avec parfois un filtre d'opinion aussi politique ou autre, voit le paysan comme un jardinier de l'espace pour certains, comme quelqu'un qui essaie de capter des aides pour d'autres, comme comme quelqu'un qui produit pour certains autres. Et comment on fait prendre conscience au grand public, quelles que soient ses opinions, du rôle vivrier fondamental de l'agriculture et donc de l'acte de production de ceux qui le pratiquent tous les jours, et de la nécessité qu'on a à replacer ça au cœur de nos préoccupations, de nos vies, quoi. C'est un enjeu de communication que vous avez sûrement, mais que nous on a aussi, puisque si on veut accompagner depuis le terrain une réflexion probablement de notre pays sur la place et le rôle de son agriculture dans son environnement général, dans l'Europe, dans le monde, on a besoin je crois, de se poser cette question. Je pense que, alors si on allait au bout du rêve, de dire tiens, il faudrait que tous les élèves à un moment donné d'une classe ou même chaque élève puisse faire une semaine dans une ferme quand il est jeune pour découvrir ce qui se passe en agriculture. Je dis bien que c'est un rêve, hein, on n'est pas on n'est pas là pour. Alors déjà les agriculteurs à mon avis auraient du mal à assumer ça, mais pour moi je pense que c'est le contact direct, la relation. Alors la plus grande ferme de France en est un exemple, alors parfois un peu caricatural, hein, on y vient parfois pour les régions, il y a des moments où certains en abusent peut-être, et ça c'est plutôt déplorable, mais tout ce qui peut permettre le contact et simplement poser des questions et répondre à ces questions. Donc quand on parle de moi dans les bots, l'idée c'est vraiment de dire il faut que les agriculteurs prennent en main leur communication et invitent les gens à les faire venir. Donc, s'ils ont des outils plus faciles d'accès, et si le grand public a des outils qui leur permettent de découvrir pendant leurs vacances, vous êtes dans une région, un département qui est très propice à ça, vous avez des produits qualitatifs que les gens adorent, venir découvrir comment ça se produit et l'agriculteur, comment il le fait. À partir du moment où on a commencé à discuter avec quelqu'un et qu'on a pris le temps de bien poser les questions et de bien y répondre d'un côté comme de l'autre. Le jour où vous aurez un repas de mariage où il y a un gars qui dira les agriculteurs c'est tous des salauds, le premier qui va le défendre c'est eux qui. Moi j'ai été voir une ferme et quand ils soignent leurs animaux, tu verrais comment ça se passe. Ils aiment, je veux dire ils s'en occupent bien. Ils sont beaucoup plus techniques que ce qu'on croit. L'agriculture utilise plus de satellites et de drones que l'armée, quoi. Donc à un moment donné, quand on sait ça, on se dit mais c'est pas le dernier techno du village qui est agriculteur, c'est des gens, c'est des c'est des humains, mais c'est des techniciens. Donc pour moi c'est vraiment la rencontre, la reconnexion. Les réseaux peuvent aider, la communication et sortir certainement des clichés, mais bon ça c'est toujours délicat, quoi. Oui, en l'occurrence, moi je me positionnerai pas sur le plan de la com parce que c'est pas mon métier, mais par contre j'ai le sentiment que on fait pas assez transparaître les efforts qui sont faits et la transformation qui a eu lieu, qui continue, mais elle est pas nouvelle. On a un peu l'impression que on est resté sur, comme tu disais, sur des pratiques qui sont celles qu'on a un peu décriées ces dernières années. Et je trouve qu'on a d'un côté l'idée du contact direct, mais le contact direct, ça concerne peut-être 5% de la population qui va être en contact direct avec des agriculteurs, qui va aller faire ses achats directement à la ferme. Il y a le reste de la population qu'il faut convaincre que il y a un effort qui est fait, qu'il y a une vraie différence entre ce qu'on produit, alors sur le territoire français, on pourrait dire européen, mais français en particulier, et ce qu'on peut trouver ailleurs. Et c'est pas que du marketing, il y a une réalité derrière. Il faudrait qu'on trouve le moyen de faire transparaître tous ces efforts. En quoi ça consiste? C'est vrai que c'est un métier technique, c'est pas évident de parler d'un métier technique, mais malgré tout, je suis convaincu que il y a quelque chose à trouver dans la façon de présenter les choses au grand public et pas simplement avec
des grandes caricatures ou des grands termes marketing. Il ne faut pas que ce soit que du marketing. Que ce soit une forme de réalité qui fait transparaître. On le voit bien aussi, je pense que il y a 25 ans, ici, on est quelqu'un dans l'Assemblée, il avait forcément un lien de près ou de loin avec l'agriculture. Je pense que si on refait le test aujourd'hui, il y a peut-être pas une personne sur deux qui a un lien proche de loin avec l'agriculture. Et finalement, c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui par rapport à la communication, je pense aussi. Et pour revenir sur le thème de l'agriculture 2.0, est-ce que en fait, il faudrait pas aussi inciter les agriculteurs à faire plus de communication, comme tu le fais Thierry, finalement en direct, finalement sans filtre, et peut-être aussi amener les agriculteurs à faire de la vulgarisation. Finalement, on parlait de technicité. Souvent, je pense que le problématique des agriculteurs, c'est qu'ils ont une communication trop technique et c'est les agriculteurs parlent aux agriculteurs, finalement. Est-ce que c'est pas travailler sur la vulgarisation avant tout pour faire en sorte que justement, aujourd'hui, grâce à tous les moyens de communication qu'on a à notre disposition, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, je vais tous les citer, mais il y a des dizaines de façons différentes de communiquer. Est-ce que finalement, ça passe pas aussi par là? La reconnexion, alors ça peut être finalement un peu binaire parce que on est au travers de l'écran, mais une reconnexion finalement avec la réalité. Si, de toute façon, les réseaux, et même si ça reste, j'allais dire, un outil numérique, reconnaître les gens, ça donne un profil parce que derrière, il y a une personnalité, parce qu'il y a quelqu'un. C'est du féminin, c'est du masculin, c'est un éleveur, c'est un céréalier, c'est un producteur de fromage. Il s'identifie aussi à la personne, et à partir du moment où il s'identifie et qu'il arrive à suivre, il peut découvrir aussi ça. Donc c'est vrai que pour moi, les réseaux, c'est un très bon moyen de faire découvrir un petit nom. Parfois, il y a des gens qui me disent mais ouais, mais moi sur les réseaux, j'ai 1000 abonnés. J'ai 1000 personnes qui vous suivent. Un professeur a une trentaine d'élèves dans sa classe, pas plus. Donc, mais il y en a peut-être que 3 qui suivent. Alors que là, d'avoir 1000 personnes qui vous suivent, et même si vous en avez que 100, mais ça fait partie de vos amis. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour communiquer. On a des gens qui ont des difficultés, qui sont pas à l'aise, et il faut pas y aller. Mais de pousser ceux qui ont envie un petit peu. Moi, je dis toujours, si vous utilisez un réseau social régulièrement, si vous êtes sur Instagram parce que vous aimez bien ça, créez votre page. Vous pouvez peut-être la mettre en privé avec quelques amis au départ. Vous pouvez vous tenter et puis essayer tout doucement. Donc c'est vrai que cette acculturation. Alors nous, on le fait aussi avec une agence de com auprès des agriculteurs et on se regroupe ensemble. On fait des points thématiques, des visios ensemble en disant quel est votre problème, quel est votre sujet. Alors parfois c'est parce qu'on s'est fait rater son compte, donc là ça peut être embêtant, mais de dire aussi attention, moi j'ai la chance d'avoir l'expérience de 12 ans de réseaux sociaux, je me suis fait attaquer, je me suis pris des claques dans la figure qui ont été bien, enfin en tout cas j'ai bien pris dans la tronche, et de dire comment on y arrive et comment on accepte aussi parfois ces difficultés qui font qu'on peut renoncer. C'est tout un parcours. En tout cas, oui, je pense qu'il faut y travailler et pousser. Alors, je pense que le réseau des JA aussi aide dans ce sens-là, pousse, et il faudrait encore développer ça pour que un maximum de monde puisse être sur le réseau sur lequel ils se sentent à l'aise et qu'il aime bien. Et simplement une belle photo d'une vache, d'un paysage, avec un tout petit texte, ça peut être le démarrage d'une grande aventure sur la communication. La dernière question avant de vous laisser la parole. Moi, je vous ai trouvé optimiste quand vous avez dit l'agribashing, c'est un peu derrière nous. C'était les années 2010. Bon, moi j'ai des souvenirs beaucoup plus récents de séquences violentes. C'est un sujet qui, je pense, empêche un certain nombre d'agriculteurs de communiquer parce qu'ils ont peur du détail qu'on va aller chercher, de l'image qu'on va voler, de la chose qu'on va détourer pour donner à voir quelque chose qui n'est pas. Ça, on a une responsabilité collective de lutter contre, avec toujours effectivement le fait que quand ça s'emballe, la polémique, c'est un rouleau compresseur qu'on ne peut plus arrêter et qui est extrêmement dévastateur. Donc, vous en dites quoi?
c'est forcément un frein et je sais que les agriculteurs hésitent à accepter des journalistes chez eux parfois parce que bah, justement ils en ont peur. Je pense qu'une majorité de journalistes fait bien son travail et essaye de le faire de façon éthique. Malheureusement, les lanceurs d'alerte, entre autres, qui ont certainement leur rôle à jouer, mais usent et abusent de techniques, alors que nous on utilise dans l'autre sens pour contrer. Mais on a vu il y a pas longtemps encore des animaux qui sont mis en avant sur des élevages avec des images volées. Il n'y a jamais de contexte, il n'y a jamais d'explication, on ne sait pas. Demain, si vous allez dans un hôpital, dans certaines conditions, vous allez prendre des images volées, vous allez trouver ça ignoble, alors que bah, il faut comprendre peut-être le contexte, comment ça s'est passé, pourquoi, et imaginez ça. Donc voilà, la réflexion qui est faite un petit peu autour de ces sujets-là, malheureusement, bah ouais, on sait qu'on les attaque difficilement. Donc moi, je pense que bah, il faut savoir l'accepter. Je pense que l'image de l'agriculture évolue quand même. Alors, on nous adore. L'année dernière, à cette époque-ci, on était en manifestation. 95% des gens disaient on adore les agriculteurs. Par contre, si vous demandez si vous comprenez leurs pratiques, alors là, ça devient plus compliqué. On n'est pas là, voilà. Pourquoi vous allez traiter? Ouais, vous mettez corps-mise engrais, vous allez jeter, vous arroser, voilà. Et ça, il faut arriver à l'expliquer et dire qu'à un moment donné, une plante, elle a besoin d'eau pour vivre. Et si on l'arrose pas, elle meurt. Et si elle meurt, vous avez plus à manger. Donc à un moment donné, il faut se rendre à la réalité des choses. Et parfois, c'est des choses simples, mais il faut arriver à expliquer de façon, j'allais dire claire et parfois un peu plus scientifique que ce qu'on fait, ou tout au moins rationnel, pour donner vraiment une réalité, un sens à ce qu'on fait, qui ne sont pas des aberrations comme on peut parfois le prétendre. Alors, je vais te parler de retour de clients et étant implanté au sud de la région parisienne, la problématique d'être agriculteur dans une zone urbaine en région parisienne, c'est pas simple. Et effectivement, l'agribashing n'est pas terminé. J'ai des clients, ils font attention au moment où ils sortent, ils voient quand ils circulent, ils sont regardés, il y a des gens qui regardent par la fenêtre et qui les menacent, qui viennent prendre des photos et qui se mettent en bout de champ et qui les prennent en photo à tout va. Regardez dire, tiens, je vais montrer qu'il fait n'importe quoi. Et c'est toujours une pression. Et il y en a qui le vivent mal. Hein. J'ai des agriculteurs clients qui quasiment ils se sentent obligés de se passer de certaines choses qui leur paraissent nécessaires de faire pour pas être enlevés par les habitants à côté. Je parle en région parisienne, mais on descend un petit peu plus, on quitte un peu la région parisienne, on va au sud de la région parisienne, des départements frontaliers qui peuvent être des zones, des vallées, des zones où il y a pas mal de résidents parisiens. Ils se trouvent aussi obligés de circuler à certaines heures, de ne pas pouvoir travailler, enfin faire attention au moment où ils circulent. Quand ils arrivent dans une parcelle, il y a des gens qui se baladent, ils sont obligés d'attendre que les personnes viennent quitter la parcelle pour pouvoir avancer. Donc ils font une partie du champ, ils s'arrêtent, ils attendent. Ils sont réellement confrontés à cette problématique. Il y a encore une considération toute relative de la légitimité de ce qu'ils font. Et il y a des initiatives intéressantes qui ont été faites à droite à gauche. Je pense à la Chambre d'agriculture de Bourgogne, alors le Métisicole, ils ont créé une application qui s'appelait Agricilis. L'idée c'est que les vignerons enregistrent l'intention, enfin quand est-ce qu'ils vont traiter à tel et tel endroit, et que ça permet aux personnes qui font qui se baladent, qui vont faire du jogging, d'utiliser cette application pour savoir si l'endroit où ils comptent se rendre, il y a un vigneron qui va la traiter là pendant qu'ils vont aller faire leur jogging ou pas. Ça, c'est une forme de communication pour le partage un petit peu le territoire. Ça ne vous empêche pas de vous balader autour des vignes, mais il y a des moments où c'est pas le meilleur moment pour le faire. C'est une façon de le communiquer. J'ai une autre expérience d'un autre client qui est dans un bourg, mais assez urbanisé, et il a pas mal de parcelles qui sont en proximité d'habitation. Et ben il a créé une communauté sur WhatsApp avec tous les résidents, les riverains, merci. Et quand il va traiter, il envoie, il poste quelque chose pour dire je vais traiter à tel endroit demain matin à telle heure. Et en fait, là où avant c'était un frein, où avant il était embêté, il y avait des gens qui se plaignaient au canapé, tiens, il fait n'importe quoi.
Aujourd'hui, il n'y a plus de problème parce qu'en fait, il a réglé des problèmes de voisinage simplement par la communication locale. Donc, la communication, c'est pas que la communication sur les réseaux sociaux, c'est aussi l'information des riverains et faire en sorte que on partage un espace commun. À vous, si quelqu'un a une question, si vous voulez profiter de leur présence, c'est le moment. Ou une réaction d'ailleurs. Bon, c'est peut-être pas une question, mais une remarque que leurs coopératives n'ont pas de matériel agricole, mais l'agriculture 2.0, il prend beaucoup parce que par rapport à l'attractivité du métier, par rapport à la compétitivité aussi, parce que c'était, il y a de l'efficacité à gagner, à légèreté, des guidages, des enregistrements. Donc, pour justifier que ce qui a été dit au là, mais je crois que pour les jeunes, en fait, c'est inévitable, c'est vraiment une petite action. Je dois vite vous dire sur quoi c'est une question, c'est une satisfaction. Alors, c'est vrai qu'en plus, comme vous, vous avez des enjeux aussi de recruter. Je sais que recruter des mécanos dans des concessions agricoles, des vendeurs, c'est pas aussi évident que ça. Et c'est vrai que je pense que chacun a son rôle à jouer et de dire que peut-être que demain, sur une animation de village, on ramène 2 tracteurs et on explique un petit peu aux gens comment ça se passe. Ça va créer une vocation. Le gars dit, moi, je veux faire de la mécanique, j'aime bien travailler sur mon scooter. Demain, s'il se forme correctement et qu'il sait qu'il y a un boulot derrière, parce que derrière une formation en machinisme agricole, il y a un boulot, c'est à peu près certain, d'arriver à l'expliquer, c'est aussi s'obliger, et ça, je pense qu'on le fait pas assez, d'investir. Une entreprise de service investit, je sais pas, 5-10% de son argent, de son capital dans la communication, parce que si elle veut vendre, voilà, les agriculteurs ont trop eu l'habitude de ne pas exploiter ça. Et je pense qu'on devrait s'obliger. Moi, je suis passé à plus de 8 ans sur la com, donc voilà, je pense que je fais ma part, mais je pense que chacun devrait se dire, je dois consacrer, si j'ouvre mon magasin de produits à la ferme, autant à la communication, à me former, à apprendre. Mais ça, c'est certainement une erreur à nous. Voilà. Alors après, il faut avoir les moyens d'apprendre, de communiquer, voilà. Mais quand on veut sur les réseaux sociaux, moi j'ai appris à faire de la photo, à faire de l'image, à faire du montage, à utiliser des logiciels aussi pour communiquer avec des emails, envoyer des SMS. Tout ça, ça existe et c'est accessible à partir du moment où on s'en donne les moyens. Moi, ma grand-mère disait, on a toujours le temps de ce que l'on veut. Et c'est ce que je réponds quand les gens me disent, mais comment tu fais pour faire tout ce que tu veux? Tu fais. J'ai envie de le faire. Bon, je le prends, voilà, je m'organise, je gère. Je pense que à chacun de prendre sa responsabilité aussi, en tant qu'agriculteur, en tant que, j'allais dire, du milieu agricole et parfois des collectivités aussi, de dire, on essaye de donner les moyens, mais il faut que les agriculteurs se donnent les moyens aussi de le faire pour communiquer. On a beaucoup parlé de la solution Scopix sur la partie grande culture. Est-ce que vous avez une visibilité sur un développement éventuellement sur une partie d'élevage? Alors sur la partie d'élevage, on est vraiment sur un métier oui, une partie complètement spécifique. Les ateliers d'élevage, c'est beaucoup d'engagement, il y a déjà beaucoup de technicité sur les outils de suivi de troupeaux, de rations, etc. Il y a un volet où on pourrait apporter quelque chose qui va dans le sens un peu global, c'est ce qui permet de déterminer son prix de revient en prenant en compte le coût humain, le temps qu'on y passe. Il y a une sous-valorisation générale chez les agriculteurs, mais comme chez les chefs d'entreprise, moi-même, chef d'entreprise, je ne valorise pas à la vraie hauteur, en engagement que je mets, mais de prendre conscience des moyens qu'on y met, aussi pour se poser la question, est-ce que ces moyens que je mets, j'aurais pas plus intérêt à les mettre sur passer un peu de temps là-dessus et passer un peu plus de temps là-dessus parce que c'est la plus grande valeur ajoutée. Donc oui, dans mon esprit suivi du temps passé sur des ateliers, petit à petit on complète la couverture avec de l'automatisation d'enregistrement lié aux parcelles, l'atelier dans la ferme. Donc c'est quelque chose auquel on vient progressivement. J'ai rêvé une application où on fait comme D-Siri. D-Siri, je viens d'injecter 50 millilitres de chocopin dans ma vache et c'est automatiquement enregistré dans le cahier d'élevage. Ça pourrait être une révolution.
Et ben, en fait, nous on le fait déjà comment dire, dans les tracteurs. On parle de zéro, mais globalement, on a aujourd'hui une grande facilité pour permettre d'enregistrer des informations associées à ce qu'on fait. Aujourd'hui, dans le tracteur, on a sur le tracker un petit bouton où vous pouvez prendre une note, il y a quelque chose que vous observez sur le terrain, vous tapez sur le bouton, vous enregistrez ce que vous constatez, vous localisez quand vous étiez, à quel moment vous l'avez dit, c'est traduit en texte, c'est quelque chose que vous retrouverez dans vos serveurs par la suite. C'est des choses très faciles à faire. Et effectivement, les technologies aujourd'hui, c'est pas forcément du guidage dans les tracteurs, que des solutions complexes. Et c'est vraiment pour moi un élément important à prendre conscience. Le numérique, c'est d'abord l'informatique, c'est pas que de la technologie chère. L'informatique, c'est quelque chose qui est accessible à tous d'un point de vue moyen. Par contre, ça demande un petit peu de temps, ça demande de la culturation, mais avec l'informatique, aujourd'hui, on a révolutionné des process industriels, pas que en touchant aux lignes de production, mais à l'optimisation des lignes de production par l'analyse de la donnée. Aujourd'hui, dans l'agriculture, je suis convaincu qu'on a des gisements de gains à avoir par simplement l'analyse de la donnée, et pas trop attendre que des structures viennent avec l'analyse toute faite. Enfin, je pense que les agriculteurs, faut aussi qu'ils se prennent en main de ce point de vue-là. Il y a plein de données qui sont disponibles dans les systèmes aujourd'hui, avec quelques compétences, mais surtout un peu de sensibilité. Ils peuvent faire eux-mêmes des analyses qui leur amèneraient des enseignements riches pour changer, faire évoluer un petit peu leur pratique, pour comprendre leur métier d'un point de vue économique, d'un point de vue temps passé, d'un point de vue optimisation. Christian. Vous avez parlé de communiquer pour donner envie de notre métier, expliquer ce qu'on fait. Je trouve ça très intéressant, mais est-ce qu'on risque pas de tomber dans une communication pour se justifier par rapport à l'environnement, le bien-être animal? Est-ce qu'on risque pas de se retrouver le soir à descendre du tracteur, être obligé de communiquer pour expliquer ce qu'on a fait, parce que on voit de plus en plus de nouveaux qui viennent dans nos campagnes, qui se posent des questions au fond des commentaires. Est-ce qu'on risque pas d'être obligé de se justifier en permanence si on n'a pas communiqué, c'est qu'on a les choses de se reprocher, voilà. Est-ce qu'on n'a pas ce risque-là, qu'on soit toujours obligé de se justifier? Non. Alors je suis d'accord, et c'est vrai que on parlait des applications, par exemple en viticulture, où faire la démarche quelque part en amont de dire je vais aller traiter dans un champ avant de le faire, j'avoue que je suis aussi mitigé, c'est pas évident quoi. Mais à un moment donné, on peut pas dire on se plaint de ce que les gens nous regardent sans jamais savoir prendre le temps de l'expliquer, parce que on n'a pas pris ce temps-là. Moi, quand je vois des pubs où c'est la laitière avec son vieux bonnet et puis sa tenue, je sais pas, du 16e, du 17e, je veux bien, quoi, mais à un moment donné, je préfère une pub dans laquelle on voit quelqu'un qui est avec une tenue moderne dans un labo moderne, qui montre comment ça se passe, parce que si on continue à expliquer que notre métier se fait avec des vieux tracteurs, des chevaux et on habille du 16e, eh ben, on est mal barré. Donc, je pense que moi, avant de me dire de me justifier, j'explique ce que je fais. Je le prends d'un côté positif en disant, je comprends que les gens ne puissent pas savoir exactement et comprendre ce qu'on fait. Donc, si on le prend en amont, s'il y a quelqu'un qui vient me voir demain en me disant, tiens, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vais pouvoir lui dire, mais écoute, regarde mon gars, soit tu montes sur le siège à côté et puis on fait un tour ensemble et puis je te l'explique. Il y a des actions qu'ils font, moi sur NS.fr, ça fonctionne aussi, d'inviter des gens à venir discuter 2 secondes. Et j'ai pas, moi, de voisins qui me posent problème. J'allais dire presque tous savent que je communique sur les réseaux. S'il y en a un qui a une question à poser, il attaque sur les réseaux, il va trouver la réponse de ce que je fais et comment je le fais et pourquoi. Donc, à partir de ce moment-là, si on arrive à monter à ce niveau-là au côté positif, ben, on n'a plus à se justifier. On explique, mais je pense que l'explication, on y a droit. J'allais dire, on a le droit de comprendre comment fonctionne un service de l'État parce qu'on y est soustrait à des réglementations, à une entreprise de découvrir comment elle fabrique une voiture, voilà, pourquoi telle norme est obligatoire. Je pense que ça fait partie des choses et l'humain a la chance d'être curieux. Il faut répondre à cette curiosité justement avant de se faire attaquer, parce que sinon c'est
c'est l'inverse qui se passe. Donc il y a pour moi le côté positif. Après voilà, je préfère que les gens soient suffisamment avertis pour comprendre que je n'ai pas à dire ce que j'ai à faire le lendemain dans mon champ et de dire ah bon il est parti là-bas, ben je vais peut-être pas passer de l'autre côté. Après s'il faut en arriver là, ben pourquoi pas. Si c'est une bonne entente et puis que ça permet d'avoir un groupe de discussion avec les voisins, ben, pourquoi pas. Voilà, inviter des gens dans sa ferme une fois par an comme les journées nationales de l'agriculture, bah c'est très bien, je pense que c'est positif. On se plaint parfois qu'on a des problèmes d'acceptation sur du projet photovoltaïque, sur du projet de méthanisation, mais on n'a pas pris le temps, on a dit ah j'ai été voir le maire, il était d'accord. Le maire, il y a ses adjoints, il y a ses conseillers, et puis après il y a ses administrés. Hein. Quand tout le monde lui retombe dessus, croyez-moi que le permis ou le petit copinage, pas copinage, mais la contravention que lui il avait, derrière les autres non pas. Hein. Donc si on n'a pas communiqué en amont, faut pas s'étonner qu'on ait des problèmes après. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Je pense que la suite serait que vous veniez nous voir chez nous. Alors vous pour peut-être ouvrir une fenêtre sur la réalité du métier de nos agriculteurs. Puis vous, monsieur, pour regarder avec eux comment sur l'élevage, les élevages, parce que là, lui, il a parlé des vaches. Moi, je connais un peu mieux les brebis. Je pense que c'est pas du tout la même chose qu'il faut déployer, mais effectivement, il y a sûrement de quoi faire. Merci infiniment. Merci. Merci.